Alors bonjour mesdames et messieurs, chers amis, chers collègues, et salut tout particulier aux membres de mon jury de thèse dont vous découvrez la composition sur cette diapositive. Mon nom est Philippe Anorn, je suis doctorant manager, ce qui est le réglage par défaut d'une soutenance de thèse d'IBA, mais je suis aussi en quelque sorte un malade chronique et aussi parfois un proche aidant. Et c'est ce qui justifie mon intérêt pour le partenariat de soins que j'ai tenté de présenter comme une évidence écosystémique dans une thèse en management et je vais vous tenter de vous expliquer pourquoi. Selon un plan qui est pas très original, c'est celui de ma thèse. Je vais vous parler du contexte, de la problématique et des questions de recherche, présenter le cadre théorique, les éléments de méthodologie que j'ai mobilisés, les résultats que j'ai obtenus. J'en discute très brièvement avant de vous soumettre mes conclusions. Le contexte, c'est d'abord celui du réseau que j'ai le plaisir de diriger et qui comporte un hôpital universitaire, plusieurs hôpitaux de soins aigus et de réadaptation et psychiatriques, 70 établissements de soins de longue durée, 23 centres médico-sociaux qui apportent de l'aide et des soins à domicile à la population de la région, plus de 800 médecins, environ 150 membres associés privés et 63 communes territoriales dont les élus représentent peu ou prou la population bien portante ou malade de la région. À quoi jouons-nous au sein de ce réseau? Eh bien, nous tentons de coordonner les parcours de santé de la population, en particulier la population âgée et les malades chroniques, puisque nous savons depuis les années 90, avec les travaux de Walter Leutz et aussi d'André-Pierre Contandriopoulos au Québec, que plus les besoins de santé d'une population sont élevés et complexes, plus le système de santé qui doit y répondre gagne à être intégré. Le partenariat de soins, c'est ce qui m'a particulièrement intéressé. Vous savez comme moi que depuis l'aube de l'humanité jusqu'à il y a peu de temps encore, la relation entre les soignants et les patients était placée sous le signe du paternalisme. Depuis quelques années, on assiste à des approches qui sont centrées sur le patient, c'est très bien, mais le patient reste l'objet de l'attention bienveillante que les soignants et les professionnels autour de lui veulent bien lui donner. Depuis les années 2010, on assiste à une évolution qui va vers le partenariat de soins, c'est-à-dire que les professionnels ne s'activent plus pour le patient, mais si possible, travaillent avec le patient dans une relation de partenariat qui a été particulièrement bien décrite dans ce qu'on appelle le modèle de Montréal et dont le professeur Marie-Pascale Paumet, qui nous fait l'amitié d'être avec nous cet après-midi, est l'une des auteurs avec des co-chercheurs et en particulier des patients-chercheurs. Le projet de soins anticipés, c'est le véhicule de la recherche-intervention que j'ai conduite au sein du réseau de santé que je dirige au cours des dernières années, qui se poursuit. C'est une forme de dialogue entre les patients et les professionnels qui sont formés à cet effet et qui vise à mettre en évidence les valeurs, les préférences, les objectifs thérapeutiques des patients pour leur permettre de co-construire un projet de soins et d'exprimer aussi leurs directives anticipées, de rédiger un mandat pour cause d'inaptitude ou de désigner un représentant thérapeutique. Dans toute cette affaire, on constate que le partenariat de soins, il est assez bien pratiqué, assez largement pratiqué aujourd'hui dans la relation de soins entre les soignants et les soignés, dans le colloque singulier. Il est appliqué plutôt bien dans certains établissements de soins et notamment dans quelques-uns du réseau que je dirige. Il est thématisé au plan politique dans ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie sanitaire, avec des représentants d'usagers, avec plus ou moins d'effets positifs, mais il est très peu décrit, ou voire pas du tout décrit, sous l'angle managérial transversal, interorganisationnel du système de soins. Et c'est ce qui m'a intéressé, c'est ce que j'ai identifié comme une lacune théorique que je vais chercher à combler en répondant aux questions de recherche suivantes. La première, c'est quels sont les enjeux et les perspectives de l'introduction du partenariat de soins dans un système de santé? Et puis, plus concrètement, quelles sont les recommandations pratiques en vue de son déploiement dans le système que je pratique moi-même? Le cadre théorique, j'ai passé des théories sur le changement organisationnel, à des approches plus sociologiques comme la théorie de l'acteur réseau,
pour finalement me centrer sur ce modèle des écosystèmes d'affaires qui est aussi un peu biologique et organique et qui a été dessiné par James Moore dans les années 90 aussi. Et ça m'a intéressé en partie parce que James Moore est membre du décanat de l'école de santé publique de Harvard, peut-être aussi parce que ses travaux portent sur la coévolution des théories économiques et sociales, et qu'en ce sens, il est peut-être pas très loin de la théorie socio-économique des organisations dont ma directrice de thèse est l'une des grandes prêtresses au plan international. Mais blague à part, le dessin de l'écosystème d'affaires peut assez facilement se transposer en dessin d'un écosystème de santé. Et c'est d'autant plus intéressant que si on considère ce qui apparaît comme les clients ou les clients des clients dans l'écosystème d'affaires, on peut l'assimiler aux patients et aux proches. Et plus on le rapproche du core business, du centre de l'écosystème, plus on réalise ce concept de partenariat ou de coproduction de soins. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans l'écosystème, on trouve l'État et les politiques publiques que l'État déploie non seulement pour améliorer le système de soins, mais pour adresser les autres déterminants socio-économiques de la santé dont on sait qu'ils contribuent pour une très grande partie à la santé de la population. Les méthodes que j'ai mobilisées, elles sont mixtes. Vous voyez sur l'axe du temps en vert, entre le début de ma thèse en 2018 et aujourd'hui, que j'ai conduit une recherche-intervention qui se poursuit d'ailleurs dans le réseau de santé région Lausanne, et que cette approche purement principalement qualitative, disons, elle a été jalonnée par différentes actions qualitatives en bleu, des entretiens exploratoires et explicatifs, et puis quantitatives avec des enquêtes par questionnaire qui ont été menées auprès des membres de mon réseau. Si vous regardez le tableau en bas, vous voyez que ça m'a permis de récolter beaucoup de contributions individuelles, toutes méthodes confondues, 504 inputs de professionnels et 115 de patients ou représentants de patients. Donc un total de 619 contributions, des données qu'il a fallu organiser pour les interpréter, pour les analyser, pour vous restituer des résultats. Il s'est rapidement avéré que présenter ces résultats par méthode mobilisée ou chronologiquement n'était pas spécialement intéressant. Et je me suis attaché, avec l'aide de ma directrice de thèse et puis aussi avec les équipes de projet, à mettre à plat toutes ces contributions, tous ces témoignages, tous ces résultats, et puis révéler à la manière finalement d'un photographe qui travaillerait encore à l'argentique, dans des bains révélateurs, révéler 4 idées forces qui sont les suivantes. La première, c'est que le partenariat de soins est en marche. La deuxième, c'est que sa mise en œuvre nécessite un plan d'action. La troisième, c'est que son effet sur l'écosystème de santé est certain, mais pas suffisant. Et que la quatrième, et c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que le contexte temporel est favorable. Je détaille rapidement ces résultats, ces 4 idées forces. Le partenariat est en marche. Qu'est-ce qui me permet de l'affirmer? Que plus de 80% des personnes qui ont répondu à mes enquêtes affirment connaître totalement ou partiellement cette notion de partenariat. Et puis, cette même proportion de plus de 80% affirme le pratiquer systématiquement ou occasionnellement. Une patiente me dit, la confiance, c'est la colonne vertébrale de mon combat contre la maladie. La confiance, pas les médicaments, pas les examens cliniques, pas les opérations, la confiance. Un professionnel me dit, on ne peut tout simplement plus aujourd'hui décider à la place des gens ce qui est bon pour eux. Et ce sont deux verbatims parmi une quantité de témoignages qui me font affirmer que le partenariat est une tendance lourde. La question n'est plus de savoir si on veut ou si on pourra déployer le partenariat, mais bien d'accompagner son déploiement pour qu'il profite au maximum aux professionnels et aux patients. La deuxième idée forte, c'est que sa mise en œuvre nécessite un plan d'action. Ça, c'est peut-être le résultat le plus intéressant, mais aussi le plus inquiétant peut-être de ma recherche, c'est de voir que dans la colonne de droite, les professionnels affirment à 95%
qu'ils pratiquent le partenariat systématiquement en vert ou occasionnellement en bleu. Le petit problème, c'est que les patients, de leur côté, à gauche, ne sont que 49% à ressentir ou à percevoir cette relation effective de partenariat. Un patient me dit, je vois 6 personnes différentes rien que dans l'équipe de soins à domicile. C'est avec qui que je suis partenaire? Et ça veut bien dire que chaque intervenant, chaque professionnel peut avoir une compréhension, une pratique totalement différente du partenariat. On ne parle pas des consultations chez le médecin ou à l'hôpital. Une professionnelle me dit, si on trouve le temps pour le partenariat maintenant, on en gagnera pour le traitement plus tard. Oui, sauf que le temps qu'il faut investir pour le partenariat, il s'investit dans un milieu de soins qui peut être le cabinet du médecin, qui peut être le domicile du patient, et c'est pas nécessairement le milieu de soins dans lequel on va récolter les fruits et les bénéfices de cet investissement. Et ça pourrait être, par exemple, aux urgences de l'hôpital ou dans un établissement médico-social. Donc, on voit la nécessité qu'il y a de mutualiser non seulement les approches, les pratiques, mais aussi les ressources qui sont consacrées au partenariat. Troisième idée force, son effet sur l'écosystème est certain mais pas suffisant. Les pratiques interorganisationnelles, elles évoluent, elles sont en croissance et c'est tant mieux, notamment sous l'impulsion du partenariat de soins. Et puis, notre bonne nouvelle, c'est que la quasi-totalité des personnes qui ont pris part à mes enquêtes considèrent que c'est un élément qui favorise la continuité des soins. Mais dans les entretiens, on me dit beaucoup et presque tout le temps qu'on se heurte à des freins structurels, notamment la fragmentation du réseau, l'absence de dossier électronique du patient. On a annoncé l'ouverture du dossier électronique du patient dans le canton de Vaud le 9 août dernier, mais il faudra plusieurs mois, probablement plusieurs années, avant que ça serve de support à une véritable démarche partenariale. Et puis, de manière un peu moins fréquente, mais on me dit quand même qu'il n'y a pas de recherche ni de données probantes dans la région qui soutiennent cette pratique. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai entrepris cette recherche. Enfin, la dernière idée force, c'est que le contexte temporel est favorable. La pandémie, dont on aurait pu craindre qu'elle stoppe ou qu'elle fige tous les projets, toutes les démarches, a au contraire beaucoup permis de parler d'éthique, de solidarité, a permis de thématiser ces notions d'anticipation, d'autodétermination, qui sont des valeurs fondamentales pour le développement du partenariat. Tout autre chose, dans la loi sur l'assurance maladie, qui est le cadre fédéral de régulation en Suisse, eh bien, la maîtrise des coûts ne produit plus aucun effet sous l'effet de décisions politiques ou économiques, et on commence enfin, je dirais, à s'intéresser au rôle de la qualité ou à la coordination des soins pour contribuer à la maîtrise des coûts, et c'est très favorable au partenariat aussi. Il y a un soutien politique important dans le canton de Vaud. Les valeurs, les objectifs stratégiques qui apparaissent dans les programmes de législature, notamment, comportent explicitement ou en filigrane cette notion de partenariat. Et puis enfin, on est avec plusieurs projets cliniques, comme le projet de soins anticipés dont je vous ai parlé, ou le plan de crise conjoint en santé mentale, à des momentum, si je peux dire, de déploiement. On a terminé des phases pilotes, des phases de test, et c'est maintenant le moment d'activer, de pérenniser ces démarches en y intégrant le partenariat de soins. Ces éléments de résultat m'amènent à reprendre le cadre théorique que je vous ai présenté tout à l'heure de James Moore, qui est à peu près au même moment que Neil Boff thématisait la notion de coopétition. Vous connaissez ce mot valise qui est la connexion entre coopération et compétition ou concurrence. Eh bien, Moore reprend ces deux dimensions dans les colonnes de cette grille qui est sous vos yeux, et puis il les décline sur les 4 lignes avec les étapes du cycle de vie d'un écosystème d'affaires. Et ce cadre, cette grille d'analyse m'a permis assez facilement d'y reporter des recommandations générales pour le déploiement du partenariat de soins dans un écosystème de santé. Et c'est des recommandations qui peuvent s'adapter probablement à n'importe quel système, évidemment dans un pays industrialisé comme la Suisse. Je me suis probablement confronté à quelques biais. Un biais de sélection, je ne peux pas exclure que sur les 619 contributions que j'ai recueillies, une grande partie soit
émises par des personnes qui sont a priori favorables au partenariat de soins, et puis un petit biais de confirmation parce que peut-être ai-je entendu ce que je voulais entendre, ou les personnes qui m'ont parlé avaient de la difficulté à voir des inconvénients à une démarche qui est quand même très politiquement correcte. J'ai identifié des pistes pour des futures recherches, notamment cette recherche-intervention qui devrait se poursuivre. Cette soutenance n'est qu'un arrêt sur image, se poursuivre sous l'angle calimétrique, c'est-à-dire en intégrant également des éléments financiers de type coût-bénéfice qui, pour l'instant, en phase expérimentale, étaient insuffisamment relevants. J'aimerais rééditer mes enquêtes par questionnaire auprès des membres pour constituer un véritable baromètre du partenariat au sein du réseau et évidemment monitorer la mise en œuvre des recommandations que je formule. Et puis, une autre bonne nouvelle, grâce à Marie-Pascale Paumet, encore elle, on dispose depuis tout récemment d'un outil d'évaluation et de promotion du partenariat qui a été, une fois encore, co-construit avec des patients. Et je me réjouis de pouvoir tester l'utilisation de cet outil dans le réseau de santé que je dirige. Mes conclusions, j'y arrive. Ce sont des contributions théoriques, un éclairage sur les liens entre le partenariat et le système régional de santé, c'est la lacune théorique que j'avais identifiée avec ma revue de littérature, et puis des recommandations générales que je vous ai présentées qui se basent sur les écosystèmes, la théorie des écosystèmes d'affaires. Et puis des recommandations à impact managérial, puisque c'est l'objet d'une thèse de DBA, des recommandations auxquelles il faudra bien sûr associer des patients partenaires lors de leur validation, de leur mise en œuvre et de leur suivi. C'est 8 recommandations, 5 recommandations opérationnelles qui vise à mettre en place un programme de formation, à animer des communautés de pratique, à orienter la gestion des ressources humaines de manière à favoriser le partenariat de soins, à produire des outils et des méthodes pour soutenir ce déploiement, et puis à développer une stratégie de communication pour promouvoir cette démarche. Et puis 3 recommandations plus stratégiques qui visent à lever les freins structurels que j'ai identifiés tout à l'heure, l'absence de dossier électronique du patient, la fragmentation, l'hyperfragmentation du réseau et en particulier des modalités de financement de chacun de ces acteurs, et puis la production d'une recherche locale qui permette d'accompagner, d'argumenter en faveur du partenariat dans le réseau. Voilà, j'ai terminé ma présentation. J'espère ne pas avoir trop dépassé le cadre qui m'était fixé. Je remercie encore beaucoup ma directrice de thèse, Véronique Zardet, les membres de mon jury et en particulier les rapporteurs qui m'ont fourni des rapports très constructifs et utiles, à ma gouvernance et à mes collègues du réseau Santé Région Lausanne qui sont très impliqués dans cette mise en œuvre, aux professionnels et aux patients qui ont contribué à mes recherches, au corps professoral et au staff du BSI qui, pour la 2e année consécutive, produit une semaine internationale exclusivement online et c'est assez fortiche. Et puis à ma famille, à mes amis et à vous tous pour votre attention, toutes et tous évidemment.